2014, quand on a porté cette liste Bien vivre Melun, on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'en 2020, on soit dans la configuration dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Et ce qu'on a réussi à construire en 6 ans, ça tient à la fois au travail qu'on a fourni, au travail qu'on a fourni au conseil municipal, à l'assiduité dont on a fait preuve, à l'investissement dans la ville et dans les problématiques quotidiennes des citoyens de la ville, mais aussi à notre implication dans le champ politique local. Et ça, c'était une chose qui était pour Claude comme pour moi une chose nouvelle. Nous étions, aucun d'entre nous n'avait été élu auparavant. On n'avait aucune idée de ce que pouvait représenter le travail d'un conseiller municipal. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Ça nous a demandé des heures de lecture, de réflexion, d'échange, etc. Et une chose dont je suis aussi très contente et très fière, et qu'on a construite avec Claude et avec Fatia et avec Arnaud, etc., ça a été aussi de maintenir ce groupe qu'on avait constitué en 2014, dont plusieurs membres repartent en fait aujourd'hui avec nous et sont encore là, sinon sur la liste, au moins en soutien, et continuent de travailler avec nous. Et ça aussi, c'est-à-dire qu'on voulait construire une dynamique collective, on ne voulait pas que ce soit quelque chose d'individuel. Et de ce point de vue-là, non seulement on a réussi à maintenir cette dynamique collective qui, évidemment, en 2014 n'avait pas le souffle, si j'ose dire, qu'elle a aujourd'hui, mais en tout cas qui a servi de ferment, en fait, de ferment à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis le constat aussi de la part de gens qui nous ont rejoints, qui se sont investis dans cette aventure-là maintenant, d'une temporalité, c'est-à-dire qu'autant en 2014 on avait le sentiment qu'il fallait quand même accélérer le rythme dans l'objectif de construire une ville qui nous permette à tous de vivre le mieux possible et le plus sereinement possible, étant donné les conditions nouvelles du changement climatique dont aujourd'hui tout le monde a conscience, etc. Alors on savait qu'il fallait quand même y aller, mais on n'en était pas à ce niveau d'urgence qui est perceptible aujourd'hui dans la conscience, dans la conscience collective, et qui a fait aussi que des gens nous ont rejoints, se sont rapprochés de nous ces dernières années et ces derniers mois. Et donc voilà, cette dynamique collective, c'est pas seulement le travail qu'on a porté avec Claude, c'est pas seulement la capacité qu'on a eue collectivement à se maintenir dans une relation collective de travail et d'échange et de débat, c'est aussi qu'il y a une temporalité politique qui fait que les thèmes qu'on porte depuis très longtemps et qui ont fait nos engagements aux uns et aux autres sont devenus des thèmes centraux de l'agenda politique aujourd'hui, et que tout le monde sent, que tout le monde sait que si on n'arrive pas à construire des villes résilientes, des villes capables d'offrir sur le long terme des conditions de vie à leurs habitants qui leur garantissent de pouvoir vivre sereinement et en paix, eh bien on risque d'aller au-devant de difficultés très importantes. Et je trouve que cette temporalité-là, c'est aussi elle, à mon sens, qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons dans cette configuration où l'ensemble des forces politiques de transformation sociale et écologique ont décidé d'appuyer le processus, d'en faire partie et d'essayer véritablement de donner une chance à ce programme que nous portons, et qui fait qu'aujourd'hui nous avons pu rassembler autour d'un même projet pour la ville, d'un projet à la fois écologique et de justice sociale. On a pu rassembler l'ensemble des forces de la gauche et des écologistes qui se sont dit, eh bien, on le fait, on y va, et on essaye de faire en sorte que ça marche, c'est-à-dire qu'on puisse reprendre la ville à la droite. Il faut quand même rappeler que la droite gouverne Melun depuis 1945, qu'elle en a fait une espèce de sérail personnel, et qu'elle garantit sa propre reconduction depuis 1945, en prétendant finalement qu'on a dépassé les idéologies et qu'on est dans une espèce de bonne gouvernance de la ville. Ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, les rapports sociaux dans la ville se dégradent, que les conditions sociales d'existence des gens dans la ville se dégradent, que les conditions de notre futur écologique se dégrade de manière dramatique, et que ça a été considérablement accéléré ces 6 dernières années par les décisions prises par la majorité Millet-Vogel, et qu'il est grand temps, mais vraiment grand temps, si on veut pouvoir
vivre à la fois en paix et dans des conditions écologiques qui nous permettent de faire front face au réchauffement climatique, il est grand temps de reprendre la barre et de changer de direction de manière assez... de manière visible, mais visible dans le bon sens du terme, c'est-à-dire visible de façon à redonner aux citoyens l'espoir de partager un espace qui soit un espace de vie commun et un espace de vie où on peut envisager l'avenir tous ensemble. Juste une petite question, vous avez parlé d'union de la gauche. Pourquoi est-ce que Lutte ouvrière, qui a priori présente un candidat, présente une liste, et c'est pas associé à votre... Je leur ai pas posé la question, je les ai pas encore rencontrés. Pourquoi ils ne sont pas associés à votre liste? Alors, moi, après je vais laisser d'autres gens parler que moi, mais nous n'avons jamais eu de relation avec Lutte ouvrière. Je pense qu'un travail politique commun, ça se construit quand même un peu dans le temps. Et qu'il y a un dialogue qui s'est instauré avec les forces politiques qui aujourd'hui constituent cette liste. Il n'a pas toujours été facile, ce dialogue, mais il a existé. Il a existé tout le temps. Et en fait, il y a même toujours eu des gens qui ont maintenu le dialogue, maintenu les liens, maintenu les ponts, maintenu la réflexion commune. Avec Lutte ouvrière, ils étaient déjà là en 2014, il n'y a jamais eu ce dialogue. Ça ne veut pas dire qu'il y a... Il y a des divergences de points de vue, mais il y en a en notre sein. Je pense que Lutte ouvrière représente l'idée d'un idéal de société, voilà, mais bon, il n'y a jamais eu de dialogue, c'est comme ça, il n'y a jamais eu de travail commun. Il y a aussi des points communs dans vos programmes. Pas surtout quand même, hein. Je pense que probablement il y a quand même des différences, il faudrait approfondir et puis il faudrait leur demander aussi, mais il y a quand même des différences substantielles. Je ne sais pas où Lutte ouvrière en est sur sa réflexion face à l'écologie par exemple. Je ne sais pas où ils en sont, moi quand je... Il n'y a eu aucun contact depuis, parce qu'il y avait une candidature aussi aux législatives, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez eu aucun contact du coup depuis... On n'a jamais eu de contact avec les ouvrières. Moi, je suis systématiquement allée leur dire, je vais systématiquement les saluer au marché, par exemple. Mais il n'y a jamais de dialogue alors qu'il y a un dialogue qui s'est instauré avec des gens dans la ville qui n'étaient pas du tout a priori de la même obédience politique que nous, et avec lesquels aujourd'hui on discute et il nous arrive d'échanger sur le futur de la ville, sur l'idée qu'on peut s'en faire et avoir même des points de convergence. Ça n'a pas été le cas avec... c'est pas dans la stratégie du tout ouvrière, c'est de faire des alliances, quoi qu'il arrive. C'est pas du tout dans l'ADN du parti. La question s'est jamais posée, à mon avis, pour eux. Donc pour nous. Appelé à une ouverture à gauche, ils n'y ont pas répondu et ils le font rarement. C'est pas effectivement. C'est pas leur fonctionnement historique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette élection? Est-ce que, comme vous avez rappelé, historiquement, depuis 1945, la ville est à droite. Est-ce que pour vous, c'est le bon moment pour faire basculer la ville? Je pense que c'est le bon moment pour faire basculer la ville, mais alors, il faut même quasiment dépasser ces histoires de droite-gauche. C'est le bon moment pour faire basculer la ville vers une ville qui, enfin, met en acte cette transition écologique et sociale qui permettent d'assurer notre avenir. Mais ce n'est pas le bon moment, la bonne temporalité seulement pour Melun. Là, c'est même pas seulement une histoire de Melun et à droite depuis 1945. C'est le bon moment pour l'ensemble de notre société. C'est le bon moment pour le monde entier. Il y a eu une tribune dans Le Monde la semaine dernière de 1000 scientifiques qui appelaient les citoyens à pratiquer la désobéissance civique pour enfin faire poids sur les élus et ce qu'on appelle les décideurs politiques d'un très mauvais mot, parce que dans notre pays, il n'y a pas de décideurs politiques, il n'y a que des élus normalement, sur les élus pour enfin représenter cette aspiration populaire à un véritable changement de paradigme. Donc voilà, il est temps en effet de mettre en place ce changement de paradigme et de le faire de la manière qui soit la plus juste et la plus ouverte possible vers ceux qui constituent la ville et qui sont à Melun, qui peuvent à Melun être très différents socialement, avoir des positions dans la ville qui sont très différentes les unes des autres. Donc comment on fait pour réconcilier
l'ensemble de cette population et l'emmener ensemble, parce qu'il ne s'agit surtout pas de diviser ce tissu social-là, mais l'emmener ensemble vers cette transition qui est indispensable, urgente, si on veut pouvoir vivre dans une ville, encore une fois, en paix, parce que c'est nécessaire, hein, et en paix entre humains et avec la nature qui nous environne, de façon à garantir notre avenir. Je crois qu'en 2014, il y avait 300 voix d'écart entre... 400. Combien vous dites 365. 365, oui. Du fait que vous réalisez l'union de la gauche, vous pensez avoir plus de chance cette fois-ci? Je ne crois pas que ça tienne seulement à ça. Je pense que c'était un préalable. C'est-à-dire que sans ça, c'était pas possible. Ça, oui. Je pense que c'était un préalable. Mais je ne crois pas que ça tienne seulement à ça. En 2014, l'écart était, vous l'avez rappelé, 375 voix. En 2008, il était à peu près équivalent. Donc je ne crois pas que ça tienne seulement à ça. Je pense que ça tient aussi au projet qu'on porte. Et ça tient aussi à l'espoir qu'on est capable d'incarner et de donner à voir et de donner à entendre aux gens dans la population de Melun. Ça tient à ce qu'on a construit. Et ça, là je vais laisser Arnaud répondre, mais on a construit une liste aussi pour incarner cet espoir. Et ce que vous voyez là, c'est un travail de réflexion et c'est un travail collectif avec des gens qui ont tous accepté l'idée qu'il fallait qu'on construise une liste qui soit représentative du projet qu'on portait, de la population qu'on souhaitait représenter. Parce que notamment, il y a eu 49% d'abstention, si je ne me trompe pas, aux deux tours, premier comme deuxième. Donc là, vous allez aller chercher les voix, vous avez un programme social, vous allez peut-être faire voter des gens qui jusqu'à présent n'avaient plus envie de voter, enfin se sentaient plus concernés, notamment dans les quartiers. Oui, voilà. Avec des difficultés qui ne sont pas négligeables, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous arrivons là avec ce programme social que tout à coup les gens vont nous faire confiance. Il y a quand on dit qu'il y a un désenchantement vis-à-vis de la politique, moi je m'inscris totalement en faux par rapport à ça, parce que quand on se promène dans la ville de Melun, partout on entend parler de politique. Les gens nous parlent en permanence de ce qui ne va pas, etc., de ce qu'ils voudraient voir changer, etc. Il n'y a pas du tout Les gens sont désabusés vis-à-vis des élus, vis-à-vis de ceux qui ont incarné à un moment la politique, mais pas vis-à-vis de la politique. Ils sont en demande de politique, mais ils sont en demande aussi d'une chose essentielle, c'est de pouvoir faire confiance dans ceux qui présentent un programme et qui se présentent à l'élection en disant qu'ils vont les représenter. Et comment on garantit à ces gens qui peuvent avoir confiance en nous? C'est aussi la diversité de la liste qu'on propose, c'est-à-dire qu'ici, il y a des gens qui vivent dans tous les quartiers de Melun. Ici, dans cette liste, il y a des ouvriers, il y a des agriculteurs, des paysans, parce que si je dis agriculteurs, je ne sais pas si Eric sera d'accord, il y a des paysans, il y a des enseignants, il y a des employés, des cadres, enfin il y a une variété de professions, il y a une variété sociologique de gens qui habitent dans la ville, qui ont des histoires singulières par rapport à cette ville, qui fait que les gens peuvent être assurés que les problèmes de toute cette diversité de la ville seront portés au conseil municipal et seront mis en débat et permettront de construire les politiques publiques de la ville qu'on veut. Est-ce que vous avez des personnes sur la liste qui font partie du tirage au sort que vous aviez réalisé? Non. 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 Ça a donné quoi, ce résultat? Ça a donné un intérêt des coups de téléphone, un intérêt pour ce qu'on pouvait représenter et présenter, mais ça n'a pas donné d'engagement. Voilà, ça n'a pas donné d'engagement. Oui. Alors on peut peut-être, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la mais peut-être parler un tout petit peu de la constitution de la liste, de la manière dont justement on a fait... Ouais, je peux en parler. Donc là, je sais pas si tout le monde va se présenter, ça serait peut-être un peu fastidieux, on pourrait le faire aussi, rapidement. Ouais, peut-être, ouais. Ça va être peut-être un peu long. Non mais déjà, l'idée c'était de, comme tu l'as dit, de représenter la ville, hein, dans tous ses quartiers, dans sa variété sociale, d'aspiration, de gens qui sont par ailleurs engagés politiquement dans des partis, d'autres pas du tout, donc qui ont un rapport compliqué aussi aux partis politiques, d'intégrer toute cette variété dans Bien Vivre à Melun,
de faire vivre aussi ces contradictions, parce qu'on discute beaucoup, hein, parfois ça peut être même conflictuel, dans le bon sens du terme, donc on échange, on discute, on argumente, on contre-argumente, jusque dans le programme. Donc ça aussi on a travaillé en interne, il y a quand même une espèce de logique de quelqu'un propose un programme, il s'impose de lui-même parce qu'il serait plus rationnel que les autres, ou quelque logique que ce soit. Donc ce collectif s'est constitué au fur et à mesure, il a agrégé dans des mobilisations. Ça fait depuis très longtemps qu'on est en campagne en fait, hein. J'ai l'impression qu'on est en flux tendu de campagne depuis des années, depuis toujours. Il y a eu des actions à mener, il y a eu des conseils municipaux à suivre, il y a eu un magazine qu'on a créé, on sortira un numéro 3 bientôt, le quart de grille après l'élection. Il y a eu ce genre d'occasion de fédérer ce collectif et qui donne à la fin donc, de l'activité, qui donne un programme. Donc, je ne pense pas qu'on va le présenter in extenso ce soir, on le présentera en fait le 6 mars pour notre meeting. Et là on sera extrêmement précis, on expliquera les grandes articulations du programme, mais je vais dire quelques mots quand même sur la façon dont on l'a construit, parce que ça, en fait, ça reflète la façon dont on a travaillé et dont on compte travailler pour la ville, au sein de Bien Vivre Ramelin. Donc, dans les éléments fondamentaux, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire remonter des idées par en bas, venant des expériences des habitants, et les confronter en permanence à des éclairages, des expertises, des choses consolidées, des choses qu'on voit ailleurs. Donc on a beaucoup cherché, en fait. C'est une espèce d'enquête, une enquête collective sur ce programme. On a mis en place des ateliers citoyens, ça fait depuis très longtemps. Donc on travaille cette dimension de... En gros, ça se passait d'ailleurs ici, on faisait venir des gens, on les mettait en rond, et puis on discutait de façon très symétrique des problèmes comme le logement, la question du commerce, de la jeunesse, du transport. Et on faisait émerger des idées, des points de vue contradictoires, et on essayait de mettre en musique quelque chose comme une espèce de convergence de points de vue d'opinion, sans à la fin obtenir une espèce de catalogue de propositions hyper opératoire. Déjà l'idée c'était de politiser sur vraiment des questions très concrètes du quotidien, mais qui sont intrinsèquement politiques. Donc ça c'est les ateliers citoyens, on en a fait 5, qui donnaient lieu à chaque fois à des comptes rendus, des résumés qui en fait participaient aussi de l'amorce du programme. Au fur et à mesure, on a rencontré les Lunais en tractant, en marchant dans les rues, on a fait beaucoup de kilomètres, on a même des applications qui permettent de quantifier tout ça. C'est impressionnant. C'est beaucoup de sport, hein, une campagne. Katia peut en témoigner. Beaucoup de kilomètres avalés, des compteurs. Donc, à la rencontre des gens, en fait, leur demander des questions très simples, hein, mais qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien qui ne va pas, quoi. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer votre vie, votre existence, et aussi quelles seraient vos propositions. Et au fur et à mesure, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Et on a recoupé quartier par quartier des idées qui ont été in fine mises en musique. Ça n'a pas été facile, parce que ce qu'on a voulu faire dans ce programme, c'est pas un catalogue 3 Suisses, avec des espèces de rubriques toutes faites, sécurité, transport, culture, ces domaines qui sont réifiés comme complètement autonomes, mais en fait on veut les faire communiquer. C'était pas évident, on veut construire en fait une espèce d'histoire. Le programme qu'on va publier sur internet le 2 mars prochain, qui va peser une poids de signe, vous verrez, c'était en gros raconter comment on porte aussi un projet de société, une ville solidaire, écologique dont Bénédicte a parlé. Qu'est-ce qu'on a voulu montrer? C'est la cohérence de tous ces axes. Il y en a 7, bon, je ne vais pas les détailler, hier j'ai essayé de le faire en réunion tous ensemble, ça m'a pris 45 minutes. Je ne vais pas le faire ce soir. Mais en gros, les grands axes, évidemment, l'idée c'est de répondre aux 3 grandes urgences sociales, écologiques, démocratiques, de les associer, de les combiner avec ce mot d'ordre de combinaison de l'écologie et de l'urgence de lutter pour la justice sociale. Donc ça donne un premier axe de démocratie sociale qu'on veut réanimer, quoi. Parce qu'ici, franchement, la démocratie locale est complètement atone. Elle est captée, privatisée par des groupes qui persévèrent dans leur aide depuis des décennies, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc nous, on veut la brusquer, cette démocratie locale, par un référendum d'initiative citoyenne, par des stratégies pour faire revenir les gens au conseil municipal. Personne n'y va, c'est catastrophique. Ça doit être un grand moment de démocratie locale. Personne ne s'y intéresse, à part au moment des élections. Pour moi, c'est vraiment grave. Et il faut le faire circuler, ce conseil municipal. 2 fois par an, il sera délocalisé. Ça peut être dans la salle Jean 23, ça peut être ailleurs, ça peut être ici. Rien ne nous empêche de le faire, et il faut associer le maximum des gens, ne serait-ce que leur enseigner ce que c'est que faire de la politique au niveau local.
Parmi les choses qu'on met en avant aussi, ça peut paraître anecdotique, c'est les finances publiques. En fait, les finances publiques, on les met dans la démocratie locale. L'impôt, c'est une question politique. Comment on redistribue l'impôt notamment. Donc ça fait partie des actes de démocratie locale continue. Et encore une fois, c'est pas seulement au moment des élections, mais quand on vote un budget, c'est tout le temps la politique. De quelle manière ce sera fait, la transparence justement sur l'impôt? Sur l'impôt, c'est déjà l'expliquer en permanence, les décisions, les rendre transparentes, publiciser nos décisions, faire des ateliers d'éducation populaire autour des finances publiques locales. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qui est possible, les compétences des villes, etc. Les gens ne savent pas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses pendant la campagne. Il y a encore 1 ou 2 ans, si on m'avait questionné sur certains types d'impôts, j'aurais fait écoutez, ça doit être quelque part sur Wikipédia. Je ne savais pas plus que ça. Et c'est dramatique que le citoyen ne soit pas éclairé sur ces questions qui sont fondamentales et qui le concernent au premier chef. Et ça va au-delà simplement d'un pourcentage d'augmentation ou pas de l'impôt. Moi, je peux vous donner un exemple. Le maire de Melun, tout à fait concret, hein, la majorité de Melun là, a décidé d'accepter la contractualisation avec l'État. Il y a des villes qui n'ont pas fait. Il y a des villes qui ont refusé, il y a des départements qui ont refusé la contractualisation avec l'État. Melun l'a accepté. Cette contractualisation, elle prévoit que pour recevoir les compensations de l'État, il faut accepter de ne pas augmenter ses frais de fonctionnement, son budget de fonctionnement de plus de 1,2% par an. Si vous acceptez ça, ça veut dire que naturellement, étant donné le vieillissement des gens qui travaillent dans votre ville, vous allez atteindre ces 1,2%. C'est-à-dire que vous n'améliorez jamais vos services. Et vous n'avez pas, évidemment, l'argent qui vous permet aussi d'entretenir votre patrimoine. Vous êtes obligé d'entrer dans une politique de rigueur. Il a fait un choix politique. Il a fait le choix d'accepter ce que Macron demandait aux villes. D'autres maires ne l'ont pas fait. Ça n'a jamais été mis en débat dans la ville. Pourtant, c'est important de savoir que maintenant, nous sommes attachés à ce contrat qui nous lie à des décisions budgétaires prises par le gouvernement d'Emmanuel Macron et qui influent considérablement sur la vie quotidienne des Melunais. Ça n'a jamais été posé comme question. Nous, c'est typiquement le genre de question qu'on veut remettre en débat dans l'espace public. Et on veut qu'il y ait un débat. On veut pouvoir dire, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais qu'en pensez-vous? Et donc, organiser les conditions du débat démocratique de telle manière, on veut des transports publics gratuits. Nous voulons des transports publics gratuits parce que nous pensons que c'est à la fois une mesure de justice sociale et que c'est en même temps indispensable pour la transition écologique. Comme du tout. Voilà. Non, mais, si vous voulez, je ne construis pas mon programme. Vous connaissez suffisamment pour savoir que voilà, nous ne construisons pas notre programme vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de ce que nous pensons être juste pour la population et pour nous-mêmes, puisque nous faisons partie de cette population, là encore à la différence de celui qu'on affronte. Bien, donc nous voulons des transports gratuits. Eh bien, c'est une décision importante, c'est une décision qui va nous engager aussi avec nos partenaires de la communauté d'agglomération dans un rapport de force. Il va falloir faire accepter une décision comme celle-là. Si nous n'avons pas le soutien de la population, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc on va avoir besoin de son soutien, donc on va avoir besoin d'aller au-devant d'elle, de lui expliquer pourquoi c'est juste d'avoir des transports gratuits. Pourquoi aujourd'hui il y a 40 villes en France qui ont des transports gratuits. Pourquoi probablement la réélection du maire de Dunkerque, elle va se faire sur le fait qu'il a des transports gratuits et qu'il a proposé ça à sa population. Est-ce que c'est le genre de question que vous soumettrez au référendum d'initiative citoyenne? Non, alors c'est pas comme ça. Le référendum d'initiative citoyenne, il peut être convoqué par les habitants de la ville. Un référendum d'initiative citoyenne, c'est un référendum d'initiative citoyenne. C'est Sarkozy qui a supprimé l'aspect c'est la population qui saisit ses élus pour en faire un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire où il faut je ne sais plus combien de pourcents de députés qui c'était 200 et quelques, on ne se souvient plus en termes de pourcentage, mais qui signent pour que le référendum ait lieu. Dans les pays où c'est institué, en Italie, vous avez un référendum d'initiative citoyenne, c'est 500 000 signatures de citoyens. Nous, on a décidé qu'à Melun, c'était 2000 signatures d'habitants de Melun. 2000 signatures d'habitants de Melun peuvent convoquer, non pas seulement un référendum, mais les conditions de sa mise en œuvre. Parce qu'un référendum, attention, ça veut dire qu'il faut quand même se poser la question de savoir si la question qu'on nous pose, elle est juste ou pas, dans quelle mesure est-ce qu'on a tous les
une appréhension un peu un peu complexe aussi de la question qu'on pose pour pouvoir y répondre. Et donc ça demande d'entrer en débat, parce que sinon c'est plus de la démocratie, c'est du jeu télévisé. Hein. Donc ça demande de mettre les choses en débat. Donc nous, on garantit aussi les conditions du débat. Pour qu'il y ait référendum, il faut qu'il y ait une organisation d'un débat public et qui dure longtemps, qui permette aux gens de mûrir la question qu'on leur pose et la réponse qu'ils veulent ensuite y porter. Moi, c'est pas le grand débat. Ouais, Avec un gymnase réquisitionné pour 2 heures, et puis après, tout le monde rentre chez soi. Est-ce que c'est le genre de sujet, les transports gratuits Ah bah, si les gens veulent se saisir de ça, ils s'en saisiront. De la même manière qu'on a dans notre programme, on propose un droit d'interpellation du conseil municipal. C'est-à-dire que les gens peuvent poser une question écrite, l'envoyer, et elle sera ensuite débattue. La maire sera tenue d'y répondre, la maire en l'occurrence sera tenue d'y répondre publiquement au conseil municipal. Nous pensons qu'il est important que les citoyens dans la ville aient un droit d'interpellation du conseil municipal. Combien de fois nous avons été, nous, interpellés par les citoyens parce qu'il leur était justement impossible de poser directement leurs questions. C'était extrêmement frustrant. Ils venaient au conseil municipal, mais c'était extrêmement frustrant pour eux de ne pas pouvoir exposer la situation dans laquelle ils étaient et la raison pour laquelle ils voulaient éventuellement aller à l'encontre des décisions qui étaient prises par la municipalité. Donc voilà, ça fait partie aussi des éléments qui peuvent redynamiser la vie démocratique locale. En tout cas, une chose est sûre, hein, si on veut une ville où il fait bien vivre, comme nous on dit, et pas seulement bon vivre, il faut que tout le monde se sente engagé par les choix et le destin qu'on se choisit collectivement. Et pour ça, il faut redonner l'envie aux gens de participer à l'espace démocratique. Vous avez parlé de la gratuité des transports comme sujet potentiel pour le référendum. Du coup, pour rebondir sur la question de Sophie, est-ce que vous êtes un collectif citoyen, c'est comme ça que vous vous présentez. Est-ce qu'il y a 5 thématiques qui vous sembleraient pertinentes de présenter à ce référendum Non, parce que encore une fois, là vous inversez le truc. C'est pas nous qui imposons. Enfin, nous on donne une possibilité à des citoyens, aux citoyens de la ville, d'interpeller l'ensemble des habitants de la ville, enfin aux habitants d'ailleurs, parce que les citoyens ce sont ceux qui votent. Dans notre ville, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a un certain nombre de gens qui ne votent pas, parce qu'ils ne peuvent pas voter. Ces gens-là sont légitimes à participer au référendum. Et donc ils sont aussi légitimes à signer, à faire partie des 2000 signataires qui pourraient convoquer le processus référendaire. On convoque un processus référendaire. Ensuite, la ville aide à le mettre en œuvre. Et ensuite, la question est enfin posée et les gens viennent voter. Mais on convoque un processus. Mais ce n'est pas nous qui le convoquons. Nous, on va mener des politiques publiques. Si les gens ne sont pas d'accord avec une décision qu'on prend, imaginons qu'on ait la même lubie complètement folle, anti-écologique, anti-sociale, anti tout ce que vous voulez que Vogel, et qu'on veuille nous aussi faire passer une route dans un bois. Eh bien, les citoyens auraient toute légitimité à nous interroger sur le bien fondé d'une décision comme celle-là. Mais ce n'est pas nous qui allons convoquer le référendum. Attention, hein. C'est un instrument qu'on met au service. C'est un instrument supplémentaire qu'on donne à l'ensemble de la population de Melun, donc y compris à nous, parce que nous en faisons partie encore une fois, pour saisir les politiques. Nos propositions sont nos propositions et pas soumises au référendum. Ça, c'est aux melunettes de saisir des outils qu'on leur donne. Dès lors que le suivi est fédérateur, au-delà d'un quartier, c'est-à-dire que concernant... si vous savez, nous on a fait une pétition contre la destruction de la nature à Melun. Vous savez, puisque vous l'avez relayé. Bon. C'est un enjeu considérable. Là, pendant la campagne électorale, nous ne cessons d'en entendre parler par des gens de milieux sociaux extrêmement différents, qui nous disent combien ils sont désolés de voir la destruction de la nature, la vitesse à laquelle ça va, les immeubles poussés comme des champignons dès qu'il y a un point de verdure dans Melun, et tout le monde nous le dit. Bon, nous avons travaillé pour faire cette pétition. Nous avons recueilli 1000 signatures. Voilà, c'est du temps, c'est du travail, mais nous donnons la possibilité, encore une fois, aux citoyens de le faire.
Bon, en Italie, moi j'ai cet exemple-là parce que je connais bien l'Italie. En Italie, où ce référendum d'initiative citoyenne abrogatif et propositif existe dans les régions, au niveau régional et au niveau de l'État, ça fonctionne extrêmement bien. C'est très souvent employé ou pas? C'est employé sur des questions importantes, par exemple. Du coup, là, vous donnez l'exemple de votre pétition. C'est un sujet qui est, vous le dites, sur les langues de tout le monde, mais finalement, ça récolte que 1000 signatures. Est-ce que c'est pas, enfin, est-ce que justement ce référendum, ça n'a pas une approche un peu, ça peut pas être attaqué comme étant un peu populiste dans la mesure où il faut 2000 signatures pour le convoquer, et là sur un sujet tel que les arbres à Melun, ça fait que 1000 personnes. C'est pas les mêmes moyens là, c'est une pétition, la proposition, c'est pas les mêmes moyens que quand c'est la mairie qui met à disposition des outils et des moyens d'information des citoyens. La promesse derrière. Les panneaux d'affichage publics ici aujourd'hui à Melun qui n'annoncent quasiment jamais, c'est de la vie, qui ne rendent pas compte de la vie démocratique, ils rendent compte de la vie culturelle de la vie, mais pas du tout de la vie démocratique de la vie. Ces panneaux-là pourraient tout à fait être utilisés pour dire, voilà, aujourd'hui il y a une question qui est posée. Bon, mais en Italie, par exemple, c'est un modèle que je trouve intéressant. C'est 500 000 signatures de citoyens pour convoquer un référendum. 500 000 signatures, alors c'est évidemment réparti selon les régions, etc. Exactement comme au niveau européen, parce qu'il existe au niveau européen. Au niveau européen, c'est 1 million de signatures. Et tous les États n'ont pas le même nombre de signataires à apporter, puisque ça dépend de la représentativité de l'État en termes de nombre de population. Donc, on voit bien que quand il faut récolter 500 000 signatures en Italie, c'est un travail militant très important de la part de ceux qui veulent le faire. Le dernier référendum, c'était sur l'eau publique et le fait de ne pas relancer le nucléaire civil, par exemple. Et le fait de rester en régie publique. Ça, c'est une question importante pour nous aussi, parce que c'était sous Berlusconi qui voulait imposer aux villes, justement, de passer des délégations de services publics. La population s'est mobilisée. Ça a été un lent travail de collecte de ces 500 000 signatures. Ça fait partie aussi du truc. C'est-à-dire, voilà, c'est pas quelque chose de populiste. C'est quelque chose qui demande aux gens d'aller à la rencontre des autres. On le voit, nous, dans une campagne électorale. C'est à chaque fois, on fait une campagne électorale. À chaque fois, on y va, on se mobilise, on va voir les gens, on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Ils veulent... Nous, on va reprendre l'eau en régie publique. Bon. Veolia va pas entendre ça en sautant de sa chaise. Je veux dire, bon, donc ça veut dire que là aussi, il va y avoir une discussion qui va s'engager, il va y avoir un travail qui va être fait. Ça va être un lent processus de reprendre l'eau en régie publique. Là encore, il nous faudra le soutien de la population, mais peut-être qu'on va rencontrer une opposition de la part de la population, j'en doute, ceci dit. Je prends un exemple un peu... bon, j'en doute. Mais on pourrait avoir des citoyens qui, après qu'on ait remis l'eau en régie publique, convoquent un référendum pour savoir si c'était une bonne chose ou pas. Un référendum abrogatif. Pourquoi pas? Il faut, où on joue le jeu et on dit oui, en effet, aujourd'hui, les gens ne se sentent plus représentés par leurs élus. Il faut qu'ils aient la capacité d'interpeller les assemblées démocratiques. On est en 5e République, donc il faut se donner des moyens, il faut les construire, il faut les penser, il faut les réfléchir, mais de manière à éviter ce genre de populisme, comme il peut y avoir de temps en temps en Suisse d'ailleurs, on le voit bien, donc il faut se donner les moyens de faire autrement. Et vu qu'il y a quand même une garantie, contrairement à d'autres pétitions qui sont faites, que ce sera traité par le conseil municipal. Parce que là où c'est pas populiste, c'est que c'est inscrit, c'est dans l'ADN de dire toutes les initiatives finalement citoyennes, elles vont être traitées, écoutées par le conseil municipal. Et c'est ça aussi qui change aussi la donne. Bien évidemment, il y a du travail militant, mais ça fait partie de n'importe quel engagement local. Mais en tout cas, il y a un engagement de bien vivre à Melun, d'étudier, de travailler et d'œuvrer à tout ce qui viendra, en tout cas, des citoyens de la ville. Vous avez des exemples en France de référendums d'initiative citoyenne? Il y en a un qui s'est essayé là contre la privatisation d'ADP. Ah oui. Mais on voit bien combien c'est compliqué en France parce que la barre est extrêmement complexe. Plus de 4,7 millions de signatures, plus tous les parlementaires, puisque là c'est un référendum d'initiative partagée en fait. C'est pas un référendum d'initiative citoyenne. Donc là, aujourd'hui, il se pose des questions fondamentales aux villes, en fait. Et c'est vrai que le projet qu'on porte est vraiment le projet aussi de faire de Melun
La ville où demain s'invente, c'est pas un vain mot. C'est pas un vain mot, c'est vraiment penser qu'à partir des villes et à partir des territoires, on peut construire des conditions d'existence communes qui nous garantissent de pouvoir continuer de vivre ensemble pour les 50, 60, 100, 200, 300 prochaines années. Et le défi, il est là. Parce que ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, c'est que si ça continue comme ça, il va y avoir des guerres de l'eau. Or, nous savons que nos ressources en eau, ici, en Seine-et-Marne, et singulièrement à Melun, sont de très mauvaise qualité. Donc il est temps de changer de paradigme. L'eau n'est pas un bien sur lequel nous devons faire du profit. L'eau est un bien que nous devons protéger. Parce que nous avons besoin de boire. Aujourd'hui, nous aurons besoin de boire demain. Et nous ne voulons pas nous affronter pour avoir accès à l'eau. Nous savons aussi que notre souveraineté alimentaire sur le moyen terme, il ne faut même plus dire le long terme. Je veux dire, aujourd'hui en Afrique, et Joseph qui est là pourrait en témoigner, il y a des problèmes cruciaux de ce point de vue-là. Les gens n'ont plus accès à l'alimentation. Eh bien, notre sécurité alimentaire passera par une augmentation de notre souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, c'est parce que nous saurons produire le plus possible notre alimentation que nous assurerons la sécurité alimentaire de notre population et des générations qui viennent. Produire notre alimentation, ça veut dire qu'on arrête de bétonner les terres, par exemple. Ça veut dire qu'on arrête de les empoisonner. Ce n'est pas un choix idéologique, là en l'occurrence. C'est un choix fondamental, parce que c'est un choix qui garantit la pérennité de la vie humaine, des conditions de la vie humaine. Si je peux me permettre, ce qui est en train de se jouer à Melun, effectivement, c'est vraiment un cas particulier de ce qui se joue en Ile-de-France et globalement dans la France. C'est pour ça que je suis venue rejoindre, puisqu'il y a une méfiance effectivement des citoyens de ce qu'étaient les partis à l'ancienne, qui peuvent faire peur, mais il faut que les gens se réemparent de leurs paroles citoyennes et leur apprendre effectivement ce quand on va discuter avec les gens du fond de la politique, mais ils ne disent pas le mot, parce que pour eux c'est un gros mot, il faut dire la vérité. Et là, quand on discute, ils font de la politique. Les mamans du quartier qui s'occupent, c'est de la politique. La personne qui va nous parler du voisin qui a promène son chien pour protéger, c'est de la politique. Et donc là, il faut que les gens comprennent que bien, les moyens, ils existent pour les prendre. Et c'est à l'échelon local qu'il faut faire. Et c'est pour ça que, voilà, pourquoi j'ai mis du temps avant de venir, c'est que les étiquettes politiques faisaient peur aux gens qui me présentaient. Et quand on s'est aperçu que, d'accord, mais d'abord il y a urgence et qu'on partage exactement les mêmes, c'est même pas idéaux, la même réalité de ce qu'on veut, de la justice écologique et sociale, voilà, il faut travailler ensemble comme on est en train de faire ici. C'est vraiment cette dynamique qui est là et qui est particulière et qui est en train de, l'air de rien, de mûrir en France, mais dans le voie maintenant. Et puis bon, il y a une chose qu'il faut dire et sur laquelle je voudrais quand même insister, c'est que Melun, c'est une ville où il y a des soucis économiques, des soucis d'emploi réel. Le taux de chômage à Melun est plus important qu'ailleurs. Il y a des soucis d'accès au minimum de services publics pour une partie de la population. Il y a des soucis d'accès au logement. Il y a des soucis de ce type qui sont quand même des soucis assez fondamentaux pour la population à Melun. Et puis une ville qui s'essouffle d'un point de vue économique de son commerce, alors que on construit en disant qu'il va y avoir de plus en plus de gens à Melun et on a l'impression que la ville se meurt de plus en plus. Donc il y a une espèce de paradoxe, quoi. On veut faire croître de manière artificielle la population de Melun et la ville se meurt de plus en plus. Et en fait, là aussi, la transition écologique, c'est un moyen extraordinaire de redonner du souffle à une ville de ce point de vue-là. Quand vous faites la transition agricole, vous créez des centaines d'emplois. Direct et indirect, vous créez des centaines d'emplois. Quand vous faites la transition énergétique, qui passe nécessairement par la rénovation du bâti, et pas par la spéculation immobilière, c'est pas un programme de spéculation immobilière qu'on porte, c'est un programme de rénovation du bâti, de résorption de la vacance et de rénovation du bâti. Et pas seulement du bâti dans le centre-ville, parce qu'on se concentre beaucoup sur le centre-ville comme une espèce de vitrine. Mais une ville où on vit bien, c'est une ville où on vit bien partout. Et c'est une ville où on circule partout. Or, ce qu'on observe, nous, en se promenant, c'est qu'il y a d'énormes problèmes de salubrité des appartements
dans les quartiers des Hauts de Melun. Et qu'il faut absolument répondre à ces conditions indignes, parfois véritablement indignes, de l'existence de vie des gens. Et là, on donne du travail aux gens. Parce que la rénovation, ça donne du travail aux gens. C'est du travail local, c'est du travail non délocalisable. Donc, en fait, la transition écologique est aussi un moyen de répondre aux enjeux économiques, aux enjeux d'emploi qui aujourd'hui existent à Melun, aux enjeux de logement digne, de logement digne, etc. Donc c'est vraiment une occasion d'adresser ensemble toutes ces difficultés. Le réchauffement climatique, les graves problèmes auxquels nous nous confrontons, les inégalités sociales qui se creusent de manière considérable et les graves problèmes auxquels ça confronte ceux qui sont les plus en difficulté, mais ça confronte l'ensemble de notre société. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Comment on fait société tous ensemble s'il y en a qui sont toujours plus pauvres, s'il y en a qui sont toujours plus marginalisés? Une chose qu'on va faire aussi, et qui est importante pour nous, c'est qu'on va créer un bureau de lutte contre les discriminations. Parce que les discriminations, ça empêche la vie des gens. Ça les empêche d'avoir accès au logement, ça les empêche d'avoir accès au travail, ça les empêche de pouvoir prendre le train à la gare de Melun. Parce qu'il y a une discrimination fondamentale à la gare de Melun, c'est qu'elle n'est encore pas accessible aux personnes handicapées. Donc les discriminations, ça empêche les gens de se sentir intégrés dans la société. Donc on va créer un bureau de lutte contre les discriminations à Melun qui sera chargé d'accompagner les gens quand ils sont victimes de discrimination dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au transport public. Ce sera un soutien juridique pour agir. On les recevra, on les orientera vers les structures qui peuvent exister, parce qu'il y a des structures qui peuvent exister, et éventuellement, on pourra les soutenir juridiquement. Et là-dessus, il y a des villes qui se sont engagées, il y a même un label qui existe pour lequel qu'on essaiera d'obtenir. Il y a des choses qui sont faites, parce qu'on sait très bien que le vivre ensemble, la garantie du vivre ensemble, c'est aussi que chacun soit respecté dans sa dignité. Ça, en fait, c'est les axes 2, 3, 4, 5, 6 que tu as résumés en 10 minutes. Bravo. Le leçon d'hier. C'est ça. Je pense qu'il faut rajouter aussi, pour compléter, comme ça vous aurez tout le panel du programme, c'est aussi la ville de partage cosmopolite, qui assume son multiculturalisme. Parmi les projets qu'on a envie de porter, c'est les entrepôts Vendran, qu'on va requalifier pour en faire un centre de pratique et de culture, pour valoriser des pratiques culturelles créatives, les artistes locaux, qui sont très nombreux ici, pas toujours bien écoutés. Et l'idée, c'est de faire venir les gens, d'activer du lien social, de créer des fêtes auxquelles tout le monde participe. Un carnaval participatif qui ne coûterait pas cher, auquel participeraient les écoles, par exemple. Ce serait génial. Que ce soit un lieu ouvert à tous, voilà. Pour venir, ne serait-ce que mettre un peu de musique et danser, comme au 104 à Paris, par exemple. Il y a un lieu ouvert vraiment à tous. Il y a plein d'expérimentations jeunes, partout. plus âgés, il y a beaucoup de villes comme ça. Dont on peut s'inspirer. En fait, ce qui me désole, moi, ce qui me désole personnellement, ça fait depuis 7 ans que j'habite ici, c'est le manque d'imagination culturelle. Je ne suis pas allé voir Patrick Sébastien la dernière fois à l'Escale. Bon, voilà. Ça résume quelque chose, quoi. Il se passe des choses intéressantes aussi, je ne veux pas non plus assombrir le tableau, évidemment, et heureusement d'ailleurs, sinon ça ne serait pas vivable. Mais je pense qu'il faut aussi être audacieux, créatif, inventif. En termes justement de création, par rapport à ce bureau de lutte contre les discriminations, est-ce qu'il y a d'autres services que vous avez, alors sans dévoiler tout votre programme, j'entends bien, mais est-ce que vous avez d'autres... Oui, on va transformer le service du développement durable. C'est-à-dire Le service de l'écologie et de l'agriculture. D'accord, mais alors... Et on va relancer l'agriculture maraîchère à Melun. On va reprendre les dernières terres agricoles de Melun, celles qui n'ont pas encore été complètement détruites par le maire, c'est-à-dire pas beaucoup. Il leur reste un tiers par rapport à ce qu'il y avait en 2014. On va les récupérer et on va créer là-dessus du maraîchage biologique en donnant du travail aux gens dans la ville. Parce que le maraîchage, ça a ça d'extraordinaire que vous embauchez à la fois des gens qui ont très peu de qualifications. Et en même temps, vous avez aussi besoin de gens qui sont qualifiés pour comprendre les différentes synergies entre les plantes, ce que vous pouvez faire en agroécologie, etc. Donc vous avez là des gens qui vont travailler ensemble, qui sont très différents les uns des autres. Et l'idée, évidemment, c'est à terme de réussir à approvisionner au maximum nos cantines scolaires,
puisque la délégation de service public à Elior, cette décision unique de privatiser les cantines qui avait été prise en 2012 va arriver à échéance. Et donc l'enjeu, c'est de récupérer. Ils viennent pas de re-signer quelque chose avec Corbeil-Essonnes? Avec Corbeil-Essonnes, non, c'est l'approvisionnement, c'est pour l'approvisionnement. Ah, pour l'approvisionnement, d'accord, ok. Voilà. Et donc là, on veut faire en sorte d'avoir la capacité de produire des légumes en quantité peut-être pas suffisante dans un premier temps. Il faudra sans doute. Parce que c'est combien de surface il reste agricole à peu près entre 15 et 20 hectares de terres agricoles aujourd'hui. Qui restent, qui sont sur la colline de Melun. Il faut pouvoir passer. On peut les qui sont sur la Pour colline fournir les de cantines, Melun. il faudrait combien? Je ne connais pas du tout. Je crois que vous avez dit qu'il y avait un agriculteur dans votre liste. Eric. Normalement, ça suffit avec 4 hectares, il y a des petites villes qui arrivent à s'en sortir, donc avec 15, on peut faire pas mal. D'accord. Il n'y a que vous déployez 4000. dans le premier cycle. Mais le but serait de recréer une régie locale de cantines gérée par la ville et approvisionnée majoritairement en local et en bio. Voilà. Attention à cette histoire de circuit court, hein, parce que les circuits courts, c'est pas forcément de l'alimentation locale. Ça veut dire que ça transite par une plateforme qui est courte. Donc ça fait partie là aussi de. Est-ce que mon gros c'est court? Non mais là, ouais. Alors Juste pour compléter sur la régie agricole, c'est sûr que ce qu'on pense au début, c'est la solution la plus évidente, c'est les cantines scolaires, parce que là on a directement un levier d'orientation financière, et puis on a les terres moyennes qui restent. Enfin après, on peut imaginer aussi pour des terres agricoles sur des communes qui sont à côté, réfléchir aussi, voir quels agriculteurs portent aujourd'hui de l'agriculture biologique, on va avoir besoin de soutien. Il y a toute une politique territoriale qui est derrière. Là, on a un socle minimum de choses qu'on veut faire. Après, sur le long terme, c'est évident que c'est des choses qui peuvent être amenées à se développer. Toulouse a une régie agricole, je crois, depuis des dizaines d'années, et j'imagine qu'ils ont beaucoup des terres qui sont conséquentes. Voilà, on ne va pas transformer toute la Brie, mais bon, il y a quand même de la place autour de nous pour. Il y a aussi, il faut savoir qu'il y a 2 autres listes sur l'agglomération qui portent ce type de projet. Donc il est bien évident que ça sera un projet à l'échelle de l'agglomération. Dans la mesure où s'il y a déjà des volontés sur Melun, sur Vaux-le-Pénil, sur Saint-Fargeau-Ponthierry, il n'y aura pas trop de problèmes pour trouver les terres agricoles nécessaires. Et il faut bien voir aussi que ça existe depuis longtemps ailleurs, et on ne va pas réinventer l'eau chaude. On va reprendre ce qui a bien fonctionné, et à chaque ville a développé en fait son projet qui correspond à son territoire. Certaines ont acheté les terres et les ont mises en location à de jeunes agriculteurs bio. D'autres ont créé des régies où les agriculteurs sont salariés. Il n'y a pas une solution miracle, mais il y aura une solution à l'échelle de l'agglomération. Si on prend le cas, il ne s'agit pas que d'avoir des légumes et puis des œufs ou du lait pour les cantines, il va falloir les transformer. Et à nouveau, on se pose la question de la transformation en termes d'intérêt social et écologique. Forcément, ça sera une cantine centralisée à l'échelle de la communauté d'agglomération, où on pensera le bâtiment en termes d'énergie, où on pensera le bâtiment en termes de qualité de travail des salariés. Pas une cantine, du coup, un atelier de transformation. Un atelier de transformation, Oui. Et aussi sur lequel on réfléchira à l'insertion. C'est-à-dire que cet aspect des repas, c'est à la fois un aspect de production, d'insertion des personnes, et de performance écologique. Mais il est évident, comme ça s'est passé en Alsace, où c'est parti de la volonté d'une petite commune, pas très grosse, 6000 habitants, et maintenant le restaurant, ce qu'ils appellent le restaurant, c'est-à-dire la fabrication des repas, concerne 18 000 habitants. Donc effectivement, c'est quelque chose que l'on peut faire parce que ça existe et parce que ça fonctionne. Et qu'au niveau de l'agglomération, réfléchissez on a des terres, on a beaucoup de terres. Et en Seine-et-Marne, on a 2 lycées agricoles, un à Brie-Comte-Robert et l'autre du côté de Coulommiers. Il y a des jeunes qui sortent de ces lycées agricoles, qui sont prêts à faire de l'agriculture biologique,
mais qui ne trouvent pas de terre en Île-de-France. Ils ne trouvent pas de terre à exploiter. Et là aussi, c'est une mission sociale. Vous voyez, on n'est pas que dans la mangeaille, comme on pourrait dire. On va être aussi dans le fait qu'on permet à des jeunes de commencer à travailler sur des exploitations agricoles. Une question, puisqu'on parle un mot sur la cantine scolaire à Melun est l'une des plus chères de l'agglomération. Et on a entendu des suggestions pour donner ne fût-ce que le petit déjeuner du matin. La ville n'a pas été favorable à ça. Est-ce que vous aurez pris cela en compte et qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative de pouvoir donner petit déjeuner aux enfants le matin à l'école? Bon, là, il y a un projet, il y a un programme de l'État qui est en train de se déployer sur certains quartiers, et sur certains quartiers à Melun, en particulier le plateau de Corbeil, dans les quartiers prioritaires de la ville, où l'État va expérimenter pendant un certain temps le fait de distribuer un petit déjeuner aux enfants. Le fait est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus un problème d'accès à l'alimentation pour certaines familles. Paradoxe de nos sociétés riches qui créent tellement de pauvreté que certaines personnes ne sont plus en situation de se nourrir. Bien sûr qu'on y a réfléchi. Une chose qu'on veut faire, nous, c'est d'introduire le quotient familial sur l'ensemble des services municipaux. Aujourd'hui, le quotient familial, il existe à la cantine à Melun. Ça a d'ailleurs été une bataille qu'on a gagnée avec Claude et l'ensemble des gens qui formaient la liste de 2014, puisqu'on avait porté ça en 2014, et même avant en tant que parents d'élèves, puisqu'on était dans des associations de parents d'élèves, Fatia est toujours représentante des parents d'élèves, on portait cette idée qu'il fallait absolument introduire un paiement à la cantine au quotient familial. Bon, ça a été fait, mais ça a été mal fait, c'est-à-dire que ça a été fait avec une fourchette relativement restreinte. Les barèmes sont assez injustes. Et les barèmes sont très hauts. Quand on voit la différence avec Paris, par exemple, c'est absolument incroyable. Et il y a des villes qui assument l'idée que tous les enfants doivent pouvoir manger le midi. Pour nous, c'est très important. Tous les enfants doivent pouvoir manger le midi. Comment veut-on régler les problèmes de délinquance? Moi, c'est quelque chose qui me sidère toujours. De manière d'envisager la délinquance comme quelque chose de coupé des conditions sociales d'existence des gens et des conditions dans lesquelles ces gens ont grandi. Et de la manière dont on les a considérés, dont on les a traités, dont on les a regardés, dont on les a accompagnés. Un enfant à qui on dit, c'est arrivé, tu n'as pas le droit de manger à la cantine parce que tes parents sont pas capables de payer la cantine, évidemment, c'est un enfant qui n'est pas en situation de se sentir pleinement reconnu, intégré dans la société, et donc qu'il y a sa place et son avenir. Donc, garantir à tous les enfants d'avoir accès à la cantine est une nécessité absolue. Pour les enfants comme pour les parents, parce que beaucoup de mamans peuvent être, je parle de mamans parce que c'est souvent le cas, peuvent être aussi coincées par ces problèmes de quotient à récupérer leurs enfants, faire à manger le pain le soir. Enfin, c'est des rythmes familiaux qui sont touchés par ces problèmes de quotient familial. Donc il faut vraiment trouver un calcul juste et toutes les catégories. Il existe un calcul juste qui est reconnu partout, c'est celui de la caisse de location familiale. Il est bien évident que nous avons, enfin tout du moins moi, au travers de la commission des finances de la ville de Melun, on a simulé l'application du quotient familial. La base sur laquelle je me suis basé pour faire les calculs et les proposer aux élus de la majorité, qui n'en ont pas voulu, mais c'est pas grave, on en a quand même discuté, c'est la base de la CAF. Parce qu'elle a un avantage, c'est que premièrement, elle n'oblige pas les parents à faire 50 000 fois le calcul du quotient familial. Elle a l'avantage d'être économique pour la société, parce qu'il suffit d'avoir la carte de quotient familial de la CAF, elle sera valable partout. Elle sera valable à la cantine, à l'école de musique et de danse, dans les associations, il ne faut pas oublier. On proposera aux associations d'être dans le processus. Et on aidera les associations qui accepteront d'appliquer le quotient familial. C'est quasiment, on s'engagera à prendre en charge le différentiel au cas où elles auraient des pertes. Mais c'est vraiment un processus qui est un processus
de solidarité. Alors oui, certains payeront plus cher et d'autres payeront moins cher, mais c'est la solidarité. Cette solidarité, c'est aussi ça qui fait une ville. Parce qu'une ville, son âme, c'est pas que une somme de personnes, chacune dans leur coin. C'est des personnes qui collectivement acceptent cette solidarité. Là, vous parliez un peu de social. J'ai vu dans votre programme, vous parliez d'une monnaie locale. Est-ce que ça peut s'inscrire dans le social en ce sens que cette monnaie aurait Complètement. Le premier mouvement des villes en transition est né en Angleterre. Et en fait, ils utilisent la monnaie locale justement pour redonner un peu de qualité de vie à des gens qui en sont privés par la mise en œuvre de cet État néolibéral anglais avec Thatcher qui va couper tous les fonds au service public. Et donc on va utiliser la monnaie locale, par exemple on va dire aux gens, vous entretenez les fleurs, les plantes, les choses en bas de votre immeuble et en échange de quoi on vous donne un peu de monnaie locale. Alors il faut que la ville réussisse à financer cette monnaie locale. Et elle peut le faire de manière assez simple. Je trouve que sur la question des déchets, c'est assez simple. Là, il y a une chose qui est absurde d'un point de vue écologique, c'est que tous les déchets organiques de l'habitat collectif ne sont pas collectés. Or, le compost, produit grâce aux déchets organiques, c'est une richesse pour une ville. San Francisco, on a fait une richesse avec l'argent et elle gagne de l'argent là-dessus. Donc inciter les gens par la monnaie locale à avoir des pratiques vertueuses qui permettent à la ville ensuite de produire de la richesse qu'elle va vendre et sur laquelle elle va gager sa monnaie locale, c'est évidemment une manière de redonner un peu de souffle aux gens. Si en plus on arrive à emmener les commerçants avec nous dans cette aventure-là, ce qui se fait, ça se fait à Montreuil, ça se fait dans d'autres endroits, si on arrive à les emmener dans cette aventure-là, cette monnaie n'est dépensable que dans les services publics de la ville et dans les commerces de la ville s'ils l'acceptent. Donc à ce moment-là, les commerçants eux-mêmes se retrouvent avec une clientèle nouvelle qui ne peut plus aller dépenser la monnaie à Carissena, mais qui est obligée de la dépenser dans la ville. On peut le faire avec typiquement aussi une recyclerie où on dit aux gens, amenez vos vieilles électroménagers cassés, nous on les répare et on les revend, et vous on vous donne on vous donne 10 bris pour une machine à laver, on la revend 20 €, et on fait tourner notre service avec ça, et vous avez du bris à dépenser dans la ville, quoi. Voilà. Et donc ça permettrait de payer aussi la cantine, des choses comme ça. Alors la cantine, je ne sais pas, on verra après si on peut le mettre en œuvre. Mais dans les villes où ça se fait, ça paye la piscine par exemple. Ça paye l'accès à des services de style. Ou le cinéma. Le cinéma, voilà, le cinéma municipal. On a fait loisir. On a la chance d'avoir un cinéma municipal. Et ça peut vraiment aider les gens, hein, et en même temps, ça peut redonner aux gens, justement, c'est aussi un moyen. Sur la question des déchets, c'est pour ça qu'on l'a mis en lien avec la question des déchets, parce que c'est aussi un moyen de travailler à l'éducation des gens sur la question des déchets. Donc à la fois réduire les déchets et surtout ne pas s'en débarrasser en les jetant dans la rue, comme c'est le cas aujourd'hui, et en encombrant l'espace public de déchets qui dévalorisent l'image de la ville, quoi. Je pense que... je sais pas... Ouais. Est-ce que vous avez une autre création concrète voilà, vous en avez déjà donné pas mal, mais il y a le poste une cinquième, ça serait bien. par classe de maternelle. D'accord. Ouais. Parce que là, on se rend compte à Melun que les maternelles, pour beaucoup, sont surchargées. Les enseignants ont beaucoup de mal à travailler convenablement. Et donc ça, c'est vraiment un point fort qu'on veut mettre en place, de pouvoir avoir une ADSEM par classe, que ce soit... Alors, dans les petites sections, c'est de facto le cas. Mais que les moyennes et les grandes sections aient-elles aussi une ADSEM pour pouvoir aider l'enseignant à faire son travail. Ah, maintenant, c'est déjà le cas dans les petites sections, il y a une ADSEM par classe. Il y a déjà une ADSEM par classe. D'accord. Ça dépend de votre différente école, moi, Gabriel Leroy. Non, je suis. Mais il y a aussi quelque chose de... Non, parce qu'il y a aussi quelque chose de très concret qu'on souhaite faire. Je pense que Azus peut-être en dire un mot sur la question de la sécurité, qui est une question qui revient régulièrement
particulièrement à Melun. Très concrètement, ce qu'on souhaite faire, ce qu'on veut faire et ce qu'on fera. Alors, tu as dit quelque chose d'important sur la sécurité, sur la délinquance. C'est qu'il y a certains partis qui vont vous dire que la délinquance, elle va être liée à la religion. Elle va être liée à tout un tas de facteurs. Or, si on fait un peu de sociologie, si on regarde les choses concrètement, il y a deux choses qui forment un terreau fertile à la délinquance. C'est l'éducation et la pauvreté. Voilà. Et là, c'est aussi le rôle d'une municipalité, c'est de pouvoir pallier justement, voilà, à tout ça et à aider des enfants qui ne peuvent pas se nourrir correctement, parce que malheureusement ça existe. Et la municipalité a un rôle actif à jouer. Après, en matière de sécurité, on a des choses qui ont marché en France. On a connu une période où la délinquance reculait, et dans des secteurs, des quartiers dits difficiles. Voilà. C'était la police de proximité, et la police municipale peut s'inscrire dans ce rôle-là et contribuer, alors en action bien sûr avec la police nationale, à améliorer les choses. Voilà, une police municipale, ce n'est pas que verbaliser, que surveiller le rodateur sur les tickets de parking des voitures. Il faut le faire bien sûr, mais on a des hommes et des femmes qui la constituent et qui peuvent être employés à bien d'autres choses. D'accord, donc ce serait la création d'une police de proximité dans le sens où il était, dans la définition d'il y a quelques années. Alors concrètement, les missions, comment elles changeraient les missions de leur Déjà, il faut les faire travailler en synergie avec l'ensemble des travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'une police de proximité, elle travaille avec les autres travailleurs sociaux. Remettre des médiateurs sociaux dans l'espace public, dans la rue, des éducateurs dans la rue, et faire travailler l'ensemble de ces gens qui concourent à la sécurité publique. La police de proximité, la police municipale redéployée vers la police de proximité, ou même la police nationale, c'est les gardiens de la paix, ils concourent à construire les conditions d'une vie ensemble, soit une vie pacifiée. Eh bien, il faut les faire travailler ensemble. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a quasiment plus de médiation sociale à Melun. Il y a des quartiers où il n'y a plus de centres sociaux. Jules Ferry, on leur a fermé leur centre social. Dans le sud de Melun, il n'y a jamais eu de centre social. Alors que là aussi, c'est une nécessité. Donc, exactement comme je le disais, c'est-à-dire créer, là encore, les conditions pour résorber, pour prévenir la délinquance. Après, il faut aussi exiger de la police nationale, et de l'État surtout, que la police nationale ait les moyens de faire son travail. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la police nationale a de moins en moins les moyens de faire son travail, et du coup, ce sont des polices municipales qui prennent le relais, mais en étant dans des difficultés invraisemblables, parce qu'elles n'ont pas les équipements, etc., qui leur permettent véritablement d'adresser une dérive à laquelle on assiste, du fait même de l'absence de prévention. Donc non, il faut revenir à un équilibre entre prévention et répression, qui permettent véritablement d'avancer. Et comme le rappelait Azouz, le seul moment en France où il y a eu de manière probante des avancées et où la délinquance a baissé, c'est quand il y a eu la police de proximité. Qu'on a supprimé, non pas parce que ça ne marchait pas, mais parce qu'on voulait faire des économies. Souvenez-vous, c'était la RGPP, il fallait réduire le nombre de fonctionnaires, et donc Sarkozy a sorti, oui, les policiers, ils ne sont pas là pour jouer au foot avec les gamins. Un truc hyper caricatural, quoi. Alors que les policiers, ils faisaient bien plus que jouer au foot avec les gamins. Ils connaissaient les problématiques des familles, ils pouvaient aider, ils pouvaient orienter. Ils faisaient bien plus que jouer au foot avec les enfants. Donc vous allez recruter aussi des médiateurs? Des médiateurs sociaux, oui. D'accord. Les médiateurs sociaux. Il y a quoi en fait? C'est la femme qui est répartie sur les trois villes? Oui, et puis là, ils délèguent à des associations le travail de médiation sociale, mais qui est extrêmement marginal. Par exemple, il a chargé, entre autres, son association à lui, dont il est le président, Fida Muris, de faire de la médiation sociale. C'est comme ça qu'on fait de la médiation sociale. On fait de la médiation sociale, on assume de faire, une ville assume de faire de la médiation sociale. Il y a un point qui est important et qui vient vraiment compléter ça, c'est que la sécurité, elle se construit par la socialisation.
quand on a parlé d'un ATSEM par classe, c'est pas pour aider parce qu'il faut aider. Non, c'est bien parce que les chercheurs en sciences de l'éducation ont dit la socialisation, c'est entre 3 et 6 ans. Elle est ratée à ce moment-là, ben, ça va être très difficile pour la suite. Donc les pédagogies qui ont été définies par rapport à cette socialisation, nous voulons y mettre les moyens. Parce que vraiment, ça permettra aux enfants, aux familles, d'effectivement avoir une poursuite, soit de leur scolarité, soit de leur vie sociale dans la ville, qui soit la plus positive possible. Et bien évidemment, je dirais que peut-être que dans le futur, la police municipale, ça ne sera que des ATSEM. Si effectivement on arrive à faire passer cette idée que la socialisation et le bien-être de la personne dans la ville, ça lui évite les sollicitations de la délinquance, on aura gagné beaucoup de choses. Il faut du travail aussi. Hein. On est Voilà. d'accord qu'il faut pouvoir s'insérer socialement et qu'il faut du travail. Donc il faut adresser les deux choses, pour permettre aux gens d'envisager un avenir et une insertion dans la ville, et dans le même temps qu'ils se sentent pleinement reconnus pour ce qu'ils sont, y compris quand ils sont tout petits. On fait attention à eux. Quoi. On fait attention à eux, l'espace où ils marchent, l'air qu'ils respirent, la nourriture qu'ils mangent. Déjà, si on arrive à dire ça à tous les enfants de la ville, vous comptez tous pour nous pareil. Vous êtes tous pour nous pareil et vous êtes tous importants. Mais quand il y a déjà, ça élèves sera dans quelque une chose. classe de maternelle, c'est très difficile de prendre en compte chaque individu. Et vous voulez leur ouvrir les jardins de la préfecture? Et nous voulons leur ouvrir les jardins de la préfecture, absolument. Des plus beaux endroits de Oui. fermés à la population, c'est un scandale. Nous avons d'ailleurs écrit une lettre à ce sujet avec Thierry et Claude. Thierry, tu peux peut-être... Non, mais moi j'habite juste en face. Alors il est triste. J'ai un étage, si vous voulez. Et encore ce matin, et donc il disait ce matin, parce que la pluie sur le crachin, il y avait à peu près, j'ai pris des photos, il y avait à peu près 150 personnes qui attendaient sous la file sans rendez-vous, dans des conditions inacceptables, humainement inacceptables. On a aussi une préfecture. Il y a un grand nombre de services publics d'intérêt, large intérêt. Il faut aussi qu'on puisse accueillir les personnes qui viennent utiliser les services publics de la préfecture de manière humaine, de manière correcte. Ces personnes sont reçues, si je puis dire, entre guillemets, de manière tout à fait inacceptable. Alors, cela vient totalement en contradiction avec le luxe. Parce que je vois la lumière de ma chambre est en regard de la lumière de la chambre du préfet. Vous voyez, quelques encablures quand même. Vous voyez, il y a un luxe du représentant de l'État et dans son ancienne abbaye, avec ses bureaux, ses bâtiments, et ce parc de plusieurs hectares françaises, avec ses statues, etc. Enfin, vous voyez, il y a là un paradoxe qui est quand même totalement, personnellement, difficile de constater et de voir tous les jours. Alors notre projet, évidemment, est d'essayer d'expliquer, et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'on a écrit au préfet, nouveau préfet, là, qui vient de prendre ses fonctions, déjà de faire en sorte de pouvoir accueillir les usagers de la préfecture. Alors les seuls usagers de la préfecture qui restent maintenant, parce que maintenant ils sont plus de carte grise, ils ne font plus rien. La seule chose qui reste en préfecture, c'est l'accueil, entre guillemets, des étrangers, donc différentes formalités, différents problèmes de carte de séjour, et de les accueillir dans de bonnes conditions. Vous le savez, depuis plusieurs années, c'est relativement récurrent avec les associations, etc. On a mené des actions là-dessus. Les différents préfets qui succèdent font des promesses, ne le tiennent pas, et les conditions sont toujours extrêmement difficiles pour les personnes. Bon, au-delà de ça, on a quand même au centre de Melun ce parc, cette ancienne abbaye. L'idée serait que la République, qui est de plus en plus une République qui cherche à faire des économies, puisse peut-être les faire sur le train de vie de notre préfet, et que donc ces lieux puissent
évidemment, on me lègue à tous ceux qui apprécient cette ville, au centre de la ville, descendre sur la Seine. Enfin, voilà. Il y a des arbres magnifiques à l'intérieur. On va rencontrer et essayer de discuter un peu tout ça avec lui. Comme le parc du Luxembourg. Hein. Le parc du Luxembourg, c'est le parc du Sénat. Voilà. Et c'est un parc public, donc c'est tout à fait faisable. Et en plus, quand on parle d'écologie, on a bien conscience que le rapport à la nature que vous construisez pour les enfants est fondamental dans leur manière ensuite d'envisager leur position d'humain dans la nature. Et aujourd'hui, on voit bien combien la nature, elle se réduit autour de nous. Donc non seulement il faut ouvrir ce parc et protéger tous les autres, mais aussi revégétaliser la ville, remettre de la nature dans la ville. Mais celle qu'on a déjà à disposition, il faut la protéger et puis la rendre accessible. Et une ville accueillante pour ses habitants, c'est une ville qui est accueillante dans ses parcs, où il y a des propositions, qu'elles soient pour les enfants, pour les personnes âgées, mais qu'il y ait des lieux de rencontre pour les habitants. Pour l'instant, ils sont où ces lieux de rencontre publics, ouverts, libres d'accès? Il y en a très peu. Des lieux de flânerie qui donneraient peut-être même envie après de se promener dans la ville et d'aller voir les commerces en allant d'un parc à l'autre. Pour l'instant, tout ça est morcelé ou alors bon, pas mis en valeur, alors qu'il y a vraiment de quoi faire. Si jamais la prison, le centre de détention se déplaçait ailleurs, est-ce que vous avez envisagé quelque chose sur l'île? Est-ce que vous mettriez sur l'île? Avec des si, on mettrait Paris en bouteille et on déplacerait la prison de Melun. Ça a été demandé, il y a 15 000 places de prison du gouvernement. Pour l'instant, c'est pas voilà, la prison de Melun, pour l'instant, elle est là. Alors si demain la prison se déplaçait, en tout cas, l'objectif pour nous, c'est de faire que cette ville, on y vive bien et le mieux possible. Croyez-moi, on aurait un projet magnifique. Ça serait quoi comme projet du coup? Non, mais déjà, vous savez, il y a déjà assez à faire avec l'espace dont on dispose et la situation dont on hérite, dont on héritera, pour pas envisager des choses qui n'existent pas et faire de la politique fiction. Pour l'instant, la prison, elle est là. Comment on parle de lieu de rencontre? Ah oui, non, mais pour l'instant, la prison, elle est là et elle permet au moins aux familles. Globalement, envisager l'île Saint-Étienne comme un lieu de vie et de rencontre pour valoriser même l'Astrolabe, il y a beaucoup de choses à faire sur cette île. Oui, la place Pralin. On l'aurait pas pensé. On ne l'aurait pas fait comme ça. Non, on l'aurait pas fait comme ça. Et on peut encore la faire autrement. Oui. On fera pas une dalle. Là encore, il faut végétaliser les places. Il faut que les places soient des lieux où les gens puissent s'asseoir, où les générations puissent se rencontrer. C'est exactement ce que vient de dire Cécile. Qu'il y soit des lieux de convivialité. La place Pralin, aujourd'hui, c'est pas un lieu de convivialité. Et puis surtout pas en bord de route. C'est-à-dire que la place qui a été donnée aux habitants pour faire les manifestations, c'est celle qui est au bord de la rue. Enfin, quand on va là, c'est absolument pas envie, c'est extrêmement brillant. Il n'y a pas vraiment d'accès au cœur. Mais téléphone d'un écologiste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez du grand débat qu'il y avait eu sur la place Pralin, sur son aménagement. Maintenant, il n'y en a pas eu. J'ai dû passer à côté. j'ai loupé ce débat aussi. Mais voilà, mais ça montre, enfin, on voit pousser la place comme ça, on arrive à l'inauguration et on se dit mince, qu'est-ce qu'ils ont fait, en plus c'était à peine fini. Et puis tout de suite on se dit mais non, moi j'aurais pu mis au fond, on aurait mis des jeux, et puis ils ont pris. Et on se dit c'est dingue, il n'y a pas un moment où ils se concertent avec les citoyens. Parce que dans une ville qui est aussi endettée quand même, il faut voir aussi le risque qu'on prend, c'est-à-dire qu'on ramène à cette place-là, ça coûte une blinde, et on en reprend pour 10 ans ou 20 ans. La place Saint-Jean, c'est pareil, et donc on n'a pas une mairie qui passe son temps à faire 2 fois les mêmes choses, parce qu'à chaque fois, il y a des coups de masque, ce que veulent les gens. Quoi. Et on verra ce qu'ils proposeront dans leur programme, mais l'essentiel, ça va être de refaire des choses qu'ils ont détruites pendant dans le mandat d'avant. Typiquement, ce qu'on ne ferait pas sur l'île Saint-Étienne, c'est ce qu'ils font à Place Lévy. Il y a un endroit où on aurait pu mettre un square pour que justement les gens aient envie d'aller sur cette rue Couteau, dans cet espace, pour flâner, comme avant, c'était un peu le cas. Et ben non, là, il va y avoir un gros immeuble qui va boucher toute la vue, ça va être très sombre, personne n'aura envie de traîner. Il pouvait y avoir un square, quitte à même mettre un parking en dessous pour faire plaisir aux gens. Enfin, il y avait des choses à envisager. Jamais. Les habitants se plaignent beaucoup de cette histoire-là. Les habitants se plaignent beaucoup. Ils disent que depuis que les travaux ont commencé, ça a changé complètement la configuration de la rue. Quoi.
voyais, avec les enfants, il y avait la boulangerie, là, enfin, il y avait la fontaine, ouais, c'était... Mais bon, il faut préserver 2 arbres sur la place. Oui, 2 arbres. Ce qui est important à dire, c'est que tout cet espace qui a été confisqué à Melun, alors on pourrait parler du terrain de boule sur le rond-point de l'Allemont, on pourrait parler, il y en a plein, hein, il y a plein d'endroits comme ça qui ont été progressivement confisqués à Melun à la population. Ça l'a été pour enrichir de la spéculation immobilière. Hein. Donc c'est quand même invraisemblable, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait parce qu'on s'est dit, là il est totalement nécessaire de faire un centre de santé de proximité, parce qu'avec la privatisation progressive des services de santé dans l'hôpital, dans la plateforme hospitalière santé privée, eh bien les gens n'ont plus accès à la médecine générale, aux spécialités, etc. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Donc là, Melun aurait pu dire, bon bah, ok, on prend ce terrain-là, hein, l'ancien hôpital psychiatrique là, qui est abandonné, bon, et là on fait un centre de santé publique. Melun peut le faire. Melun peut le faire. Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit on va donner ça à Nexity pour que Nexity nous fasse un immeuble, hein, et pour que Nexity gagne de l'argent. Non, excusez-moi, mais c'est pas notre projet de faire gagner de l'argent à Nexity. Notre projet, c'est de rendre la ville à ses habitants. Votre meeting, du coup, c'est le 5 mars, c'est ça? 6 mars. 6 mars. Ça sera à quelle heure et où? Alors ça sera à l'école Pasteur. Fatia, tu veux présenter le